Culture Soccer. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable. Comme d'habitude, le podcast 100% dédié au soccer canadien. Vos hôtes, comme d'habitude, on est trois. Comme d'habitude, Adi Raphaël, rejoint par Daniel Cameron et Tristan D'Amour. Salut messieurs, vous allez bien? Ça va, ça. Ouais, commençons par toi, Tristan. Parle-moi, t'as l'air un peu coussi-coussa, quoi. Oh non, mais on commence à revoir du soccer là. Ça fait 2 semaines là maintenant qu'on a les Island Games, puis du côté de la MLS ça reprend, c'est repris mardi, donc hier ou dépendamment de comment vous le regardez, à Montréal, donc avec 250 fans. Bon. Après, peut-être que vous écoutez puis vous êtes un petit peu déçus de comment ces 250 fans se sont fait choisir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je suis pas pour rentrer dans ce gros débat-là. Là. Il y a du monde qui l'ont fait à ma place. Mais tranquillement, on revoit du soccer au Canada. Donc, peut pas se plaindre. Exact, on revoit du soccer au Canada. Donc, c'est ce soir le match. On est aujourd'hui, il est mardi, on est 7h moins le quart. On enregistre maintenant, donc quelques temps avant le match de l'Impact de Montréal. Et toi, Daniel, est-ce que toi aussi, tu es content de revoir du foot? Et je suppose qu'un peu comme Tristan qui montre sa déception, un peu comme moi aussi, on aurait aimé être au Stade Saputo pour regarder l'Impact, même si, bien évidemment, on n'aurait pas manqué un match de Canadian Premier League et on a toujours accès à tout ça, ce qui est quand même aussi très intéressant. Est-ce que pour toi aussi, il y a de la déception avec le fait de ne pas être au stade? Effectivement, ça fait quand même un bout de temps. Là. La dernière fois qu'on est allé au Stade Saputo, c'était le dernier match de la saison dernière. Puis la dernière fois qu'on a vu l'Impact au stade, c'était contre Olympia. Donc, ça commence à faire un moment. Là. Pour de vrai, c'est sûr que j'aurais pas manqué ça si j'avais eu l'occasion, comme vous deux. Exact. Donc voilà, mais écoute, on va faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on est capable de voir. Donc les matchs de Canadian Premier League grâce à One Soccer, mais aussi, on parle bien évidemment de ce qui se passe dans le monde avec le Canada parce que, en tout cas, les faits marquants, une grosse nouvelle qui vient tout juste de tomber. En tout cas, il y a 2 jours, le Paris Saint-Germain qui perd contre le Bayern de Munich et le Bayern de Munich qui s'y emporte sur le score de 1-0 avec un but marqué aux alentours de la 60e minute si je me rappelle bien. Par contre, c'est quoi qui est important? C'est pas important, vous allez me dire ouais, mais on s'en fout le Bayern de Munich qui gagne la Ligue des Champions. Non, on s'en fout pas parce que Alphonso Davies devient le premier joueur, et faites attention à la nuance, mais le premier joueur qui porte les couleurs de l'équipe nationale canadienne à remporter la Ligue des champions européenne. Un gros exploit. Je fais cette nuance-là parce que ce n'est pas le premier Canadien, parce qu'il y a eu un autre Canadien qui a gagné la Ligue des champions, c'est Owen Hargreaves, à 2 reprises, une fois avec Manchester United et une fois avec le Bayern de Munich. Mais c'est le premier, par contre Hargreaves avait choisi de représenter l'Angleterre, c'est le premier Alphonso Davies, c'est le premier qui porte les couleurs de l'équipe nationale à remporter cette Ligue des champions européenne, un des trophées les plus prestigieux de la planète foot. Tristan, ton avis sur cet exploit d'un petit jeune de 19 ans que tout le monde en Europe ne connaissait pas, qui arrive et qui remporte la plus prestigieuse des compétitions de clubs. T'en penses quoi? C'est magnifique, mais je vais quand même ajouter de la nuance à ta nuance. C'est pas le premier joueur à porter les couleurs du Canada. La première étant Kedisha Buchanan. Oui, effectivement. Mais reste que avec l'Olympique Lyonnais, c'est incroyable. Je veux dire, ce qu'il a été capable de faire en 1 an, je veux dire, il jouait même pas arrière gauche quand il est arrivé au Bayern Munich. Et il devient non seulement un champion européen, un champion allemand, un starter, un titulaire avec le Bayern Munich. Mais il devient, selon plusieurs, l'arrière gauche le plus cher du monde. Qui vaut s'il était pour se faire transférer du Bayern à une autre équipe,
son transfert battrait des records pour sa position. En 1 an, être capable d'assumer tout ça dans une équipe de la taille du Bayern Munich, c'est un exploit. C'est un exploit pour un joueur qui est arrivé des Whitecaps de Vancouver. Je veux dire, c'est magnifique à voir. C'est un exemple. Et pour ce qui est de l'extra sportif, c'est aussi, je l'espère, quelque chose qui va mettre plus d'emphase sur le statut des réfugiés au Canada. Je serais déçu de ne pas le mentionner parce que sa famille est arrivée, il est né dans un camp de réfugiés au Ghana. Ses parents viennent du Libéria et il a grandi pas beaucoup d'argent dans la région d'Edmonton, a fait son soccer avec le fond des tiroirs de ses parents et qu'il soit capable de passer de ça à devenir champion européen avec le Bayern Munich, c'est incroyable. Ouais, j'avoue que c'est tout un exploit. Daniel, ton petit 2 mots dessus? Eh bien, j'ai une question par rapport à ce que tu avais dit. Alors là, on parle de la Ligue des champions européenne, mais à quand un Canadien qui gagnera la Ligue des champions de la CONCACAF? C'est pas arrivé déjà? La CONCACAF nouvelle génération, ça, je suis pas mal sûr que non. Ouais. L'ancêtre de la Ligue des champions actuelle de 62 à 2008 peut-être. Mais je me pose la question là. Qui voudrait peut-être se poser la question. Ouais, on espère plus que ce soit un club canadien qu'un joueur canadien. Là, ce serait vraiment l'apothéose, je trouve, non? Effectivement, mais s'il y a un club canadien, il y a de très fortes chances qu'il y ait des joueurs canadiens dedans. Ouais, donc, non, mais j'ai pensé à ça quand tu as parlé de la Ligue des champions de l'UEFA, puis je me suis dit, est-ce qu'on a déjà eu un Canadien qui a gagné la Ligue des champions de la CONCACAF? Ce serait quand même intéressant à savoir, là. Ouais, effectivement. Donc, comment tu as trouvé l'exploit d'Alphonso Davies? C'est sûr que quand on voit le chemin parcouru, c'est incroyable. Je veux dire, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais probablement rigolé, là. Mais bon, honnêtement, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Maintenant, je me rappelle, je crois que c'était les gens de One Soccer qui se demandaient est-ce qu'il a atteint son pic. Est-ce que là, si à 19 ans, il accomplit ça, quel genre de défi il va avoir? Non, dans le sens, quel genre de défi il va aller chercher maintenant après avoir gagné la Ligue des champions d'Europe. Mais c'est sûr qu'avec l'équipe nationale, il peut aller chercher des records. Puis sinon, je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres Ligues des champions, notamment celle de la CONCACAF. On dira pas non s'il veut aider un club canadien éventuellement plus tard dans sa carrière. Mais non. Pour vrai, là? C'est comme dire Lionel Messi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va. Quel autre trophée il va aller chercher? Mais voyons donc. Écoute, il y a 19 ans, là, le gars, là, pour vrai, là. Ouais, wow, OK. Ça me sidère, je n'ai pas entendu ce débat-là, mais pour vrai, là, je veux dire, t'es arrière-gauche, 19 ans, Bayern Munich, ça continue sur sa lancée, mais au niveau international, le Canada a quand même rien prouvé. Je veux dire, mais voilà, en tout cas. Ouais, d'accord avec toi, je trouve que c'est une discussion un peu stérile, là, mais bon, malheureusement, il y en a de plus en plus. De temps en temps, il y en a, il faut avouer ça. Par contre, mon ami, j'ai une superbe réponse pour toi, mon ami Daniel. Oui, il y a déjà eu un Canadien qui a remporté la Ligue des champions CONCACAF. C'est Jeff Unger qui a gagné la Ligue des champions CONCACAF en 98 avec DC United. C'est un joueur qui est né à Red Deer, en Alberta. Donc, j'ai une réponse pour toi. Donc, j'en ai trouvé un. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y en a, c'est sûr, déjà un. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Ça me rassure. Ça te rassure, effectivement. Donc, voilà bravo pour Alphonso Davies. Un petit mot de ma part. Extraordinaire, ce petit jeune homme. J'y croyais pas, je le dis et je le redis parce que je suis quelqu'un quand même qui est honnête. J'y croyais pas à Alphonso Davies en tant que latéral gauche.
il a prouvé comme quoi j'avais tort, puis il n'y a aucun problème tant qu'il il hausse le niveau du soccer au Canada et qu'il montre les couleurs du Canada au plus haut. Moi, ça m'arrange. Je suis très content d'avoir eu tort. D'un autre côté, il a encore plein de choses à accomplir. Il a accompli, il a gagné la Bundesliga, il a gagné la Ligue des Champions, il y a plein de choses à gagner avec l'équipe nationale. Il a la Coupe du Monde des clubs qu'il aura à jouer l'année prochaine, si tout va bien. Donc ça, ce sera un objectif aussi qui serait assez intéressant à voir. Donc il y a plein de choses qu'il peut remporter en tant que latéral gauche. Puis le fait de gagner un trophée, c'est déjà bien, mais en fait, quand tu gagnes un trophée, tu en veux d'autres. Donc voilà. C'est ça qui est important de ce point de vue-là. Après, il faut montrer la voie à d'autres joueurs qui sont capables, en passant par la MLS étant jeunes, d'aller exploser en Europe, ou bien directement en allant du Canada en Europe sans passer par la MLS, en passant peut-être par la CanPL ou ainsi de suite. Il y a plusieurs options maintenant pour des joueurs canadiens pour aller atteindre les plus hauts sommets et c'est ça qui est assez intéressant. Donc voilà pour cette petite nouvelle-là, je pense qui est assez intéressante. On va commencer à revenir à notre programme un peu plus habituel. On parlera du programme habituel qui est les Island Games. À la fin, on clôturera avec le tirage au sort de l'équipe nationale canadienne pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. On en parlera brièvement. Donc, on commencera en premier par les Island Games. Contrairement à ce qu'on avait fait la semaine passée, on va pas parler de chaque match parce qu'on a trouvé que c'était un peu trop long. On va vous parler, on a chacun choisi un match qu'on aimerait discuter. Puis après, on parlera un peu de toutes les équipes. On va laisser personne de côté, juste pour mettre au courant. Là, on va parler un peu de tout le monde, mais on va se concentrer sur 3 matchs. Donc, chacun a choisi son propre match. Je commence en premier par le match choisi par notre ami Daniel Cameron. Daniel, ton match entre l'Atlético Ottawa puis Valor FC, je te laisse raconter un peu ce match-là, donner le score et présenter le match. Bien oui, donc c'est un match qui a eu lieu le 19 août. Je me rappelle au début du match, quand j'ai vu que Austin Ritchie était en pointe, je vous avais dit à vous deux qu'on risquait de pas avoir de but du côté de Valor. Et je sais qu'on a été très dur face à Valor lors de divers épisodes du podcast. Mais je dois avouer qu'ils nous ont fait mentir. C'est sûr que dans ce match-ci, Nacho Zabal a maintenu le suspense. Il a fait des beaux arrêts sur les tirs des joueurs du Valor. Donc le score s'est ouvert seulement par un penalty, puis c'est venu très tard dans le match, à la 65e minute. C'est un penalty converti par Fraser Hurd. Par la suite, justement, après le penalty, il y a eu la suspension de Milovan Kapor, qui était c'est lui qui avait bousculé, je ne sais plus si c'était Hurd ou un autre joueur dans la surface, et Kapor est sorti. Donc là, ça s'annonçait mal pour Ottawa, qui se ramasse avec un joueur en moins et une avance d'un but. Et là, par la suite, il y a eu le but de Andrew Jean-Baptiste, une belle tête bien cadrée là, dans le coin supérieur. Également, je dois avouer que j'étais content de la titularisation de Masta Kacher. On l'attendait, puis d'après moi, il a répondu présent. Et là, dans les dernières minutes du match, Valor a décidé d'aggraver le score. Et c'est là qu'on a eu le plus gros score jusqu'à maintenant lors des Island Games. Il y a eu un tir de Dylan Carrero que moi, je trouve honnêtement qui était très bien placé là en bas. Coin droit du gardien. Le coin en bas. Pardon? Coin droit du gardien. Oui, effectivement, oui. Et par la suite, il y a eu José Galán était rentré pendant le match. Puis là, je me suis dit, je pensais à lui justement parce que c'est un joueur qui est un peu vieillissant, qui voulait vraiment rester à Winnipeg, il considère que c'est un peu sa maison. Quand il est rentré, je me suis dit, ce serait bien qu'il marque. Et finalement, il a marqué. Il a un très beau but. D'ailleurs, il a célébré en mimant un enfant là, parce qu'il y a eu un bébé qui est né l'année passée, si je ne me trompe pas. Donc honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle prestation du Valor. Ça aurait pu, le score aurait pu être ouvert plus tôt sans les arrêts de Zabal. Mais je dois avouer, moi, l'arrêt qui m'a le plus impressionné, c'était la tête de... Non, pardon, c'était un arrêt de
comment il s'appelle, de Pantemis sur un tir de Malcolm Shaw. C'est l'arrêt qui m'a le plus marqué, comment il est bloqué. Ce qui était comme, il y avait un peu la vue brouillée par un défenseur, puis il a fait un arrêt de la main, un arrêt réflexe, là, honnêtement. Puis c'est l'arrêt qui m'a vraiment plus marqué dans ce match-là. Là. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation générale? Est-ce que vous trouvez que Atlético Ottawa, c'est sûr que jouer à 10, c'est pas facile, là. C'est pas la première fois qu'une fois qu'il joue à 10, il s'écroule. Je trouve que Zabal, honnêtement, il porte bien l'équipe. Mais malgré tout, Atlético Ottawa, il y a quand même du beau jeu. Malgré que ce match-là, il ne s'est pas concrétisé par début, il y a eu quand même des belles actions. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, Tristan, t'en as pensé quoi de ce match-là? Ouais, ben moi, je me cacherai pas là, en tant que journaliste qui couvre l'Impact de Montréal. Là, c'est certain que je regarde James Pantemis. James Pantemis qui a été nommé joueur de la semaine. Pas joueur de la semaine, il a été nommé sur le 11 de la semaine. Il a été le gardien sur le 11 de la semaine. Et honnêtement, on se le cachera pas. C'est ça la mission pour James Pantemis. Il faut brûler la ligue. Il faut être dans les meilleurs gardiens, sinon le meilleur gardien de la ligue. Et tranquillement, je pense que c'était un peu houleux sur le premier match, mais bon, il se prenait quand même Cavalry, là, donc c'était quand même difficile. Mais tranquillement, tu vois qu'il vraiment porte cette équipe-là. Je veux dire, si tu regardes le classement, Valor, ils sont 3e. Je sais que on commence à revoir un peu l'ancienne garde de Cavalry Forge 1 et 2. Mais qui vraiment voyait Valor 3e après 3 ou 4 matchs, quand même, il faut le faire. Donc, moi, je l'ai bien aimé. Puis, justement, c'est ça. C'est, tu sais, Valor, Pantemis qui a fait quand même beaucoup d'arrêts, qui dans les gardiens qui ont fait le plus d'arrêts. Donc, tu sais, moi, je trouve que c'est exactement ce qu'il y avait dans la tête en allant là-bas. C'était son poste. Il n'y avait aucune question qu'il allait être deuxième gardien. Et il fait quand même un solide boulot. Oui, effectivement, je trouve que Pantemis a fait un solide boulot. Après, l'arrêt, oui, c'est un arrêt réflexe, sauf que je l'ai trouvé bon, mais je n'ai pas trouvé non plus extraordinaire, même s'il a eu cet arrêt-là à faire qui était quand même pas commode. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, dans ce match-là, tu as parlé un peu de Zabal un peu plus tôt, Daniel, qui a fait de très beaux arrêts pour l'Atlético. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que, oui, c'est vrai qu'ils ont ouvert le score juste quand c'était 11 contre 10. Par contre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ils n'ont pas... Genre, l'Atlético Ottawa, malgré le score qui est quand même assez lourd de 4-0, je trouve, ils n'ont pas vraiment été même entre le penalty, avant le but de Jean-Baptiste, qui est pour moi, qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir un carton rouge, là, parce que c'est sur un corner. J'ai pas trouvé l'Atlético Ottawa vraiment dans le trouble. Après, il y a une personne qui a fait toute la différence, selon moi, dans ce match-là, c'est Hundal. Hundal qui est rentré pour Valor et qui donne 2 passes décisives. La première après un excellent double contact pour lancer Carrero. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, le double contact qu'il fait au milieu de terrain, en fait, dans sa propre surface, qui donne une passe transversale, un centre transversal magnifique pour Carrero qui fait à peu près le 3/4 de la surface le 3/4 de la zone de l'Atlético pour marquer. Puis juste après, c'est lui qui donne la passe en retrait à Galan sur le 4e but. Donc, si jamais il n'y avait pas eu Hundal qui était rentré pour un peu dynamiser un peu cette attaque de Valor, Atlético, même à 10, oui, ils auraient perdu peut-être sur ce penalty et sur cette tête de Jean-Baptiste. Mais je pense pas qu'ils auraient été vraiment inquiétés. Et si tu remarques un peu les 2 derniers buts, c'est un peu sur je vais pas dire des c'est des contre-attaques, des gens en transition qui sont arrivés. Donc, on n'a pas vu vraiment Valor prendre le dessus sur une équipe qui joue à 10. Et je trouvais ça quand même assez intéressant. Par contre, ce qui est intéressant du côté de Valor, c'est qu'il y a eu quelqu'un comme Hundal de venir et dynamiser le tout. C'est ce que tu veux de ton banc. C'est ça que tu veux de tes joueurs de banc. Puis Hundal est venu, Sean Hundal est venu, il a vraiment fait un énorme match dans les quelques minutes qu'il a joué. Je sais qu'il est rentré en cours de jeu. Les quelques minutes qu'il a joué, il a dynamisé le tout. Donc voilà mon point de vue sur le match en tant que tel. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Déjà, commençons par Daniel. Tu as une réaction là-dessus?
Mais c'est vrai, honnêtement, j'avais oublié que c'est son apport qui avait emmené. C'est lui qui avait fait les passes sur les débuts, là. Ça m'avait échappé. Mais c'était un choix gagnant pour Rob Gale. Mais c'est important. Ben, aussi, Galan est rentré lui aussi. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, comme j'en avais parlé tout à l'heure. Mais pour le but de Jean-Baptiste, je suis pas nécessairement d'accord avec toi parce que quand tu perds un de tes défenseurs centrales, ben, ça nuit au marquage aussi, là. Surtout dans des coups de pied arrêtés, là. Donc, on ne saura jamais si Kepa était là, ce qui aurait bien, est-ce que c'est lui qui aurait marqué Jean-Baptiste ou pas, là. Mais je veux dire, c'est sûr, avoir un surnombre, ça aide à marquer lors des coups de pied arrêtés. Mais dans l'ensemble, je veux dire, le score ne reflète pas le match, mais quand même, Valor a tiré beaucoup plus au but que l'Atlético, là. Pantémis a eu à faire 3 arrêts dans le match. Alors que Zabal, il y a eu, malgré qu'il s'est fait marquer 4 buts, il a quand même dû faire 7 arrêts, là. Donc, c'est pour ça que Zabal, comme moi, honnêtement, moi, je crois que sans Zabal, ça aurait pu être pas mal plus lourd à la mi-temps, là. Mais bon, dans l'ensemble, Valor s'en sort bien, puis on va louer le génie de Rob Gale. Parfait. Tristan? Honnêtement, je pense que vous avez pas mal résumé le tout, sincèrement, parce que je veux pas trop parler de l'Atlético, parce que je vois quand même le match que j'avais choisi aussi, c'est un match où il y a l'Atlético, donc je veux pas trop en dire nécessairement sur l'Atlético. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est un peu... C'est lourd sur l'Atlético quand même. Je suis content de voir Masta, qui a quand même pas un mauvais match. Ouais, Ouais. Mais en tout cas, tu le demandais à Mastakacher. Tu l'as demandé lors du dernier épisode. Tu as dit, je comprends pas comment ça se fait que Mastakacher est pas titulaire. Puis là, maintenant, Rob Gale, c'est comme si tu avais entendu. Je sais pas, t'as une ligne directe pour Rob Gale. Tu l'as demandé. Tu as dit, hey Rob, what are you doing? Ouais. J'ai eu une petite conversation avec lui. Puis non. Mais ouais, je comprenais pas pourquoi. Parce que je regarde l'équipe. Même sur papier, Masta est un titulaire, à mon avis. Donc, content de le voir jouer. J'espère que, en espérant de le revoir, de peut-être s'inscrire à la feuille de pointage, il reste encore quelques matchs intéressants pour Valor s'ils veulent rester à leur 3e position. Parce que reste que, je veux dire, bon, je veux pas trop m'éloigner du sujet, là, mais FC Edmonton, qui, à mon avis, a été la déception du tournoi, est quand même à 3 points de la 3e place. Donc, tu sais, c'est encore très jouable. Donc, bon. Ouais, non, c'est sûr. Tout est jouable, hein. Tu parlais un peu du Valor un peu plus tôt. On va parler un peu du classement plus tard, mais tu parlais du Valor plus tôt, qui est 3e. Mais oui, ils sont à 4 points en 3 matchs. Donc, il reste encore 4 matchs à jouer. Donc, tout peut changer. 4 matchs à jouer, ça veut dire 12 points. On s'entend qu'il n'y a rien de figé encore. Même si, bon, Cavalry et Forge ont quand même une bonne longueur d'avance. Mais on en parlera plus tard. Donc voilà pour ce premier match. Le deuxième match dont on va parler, ce sera mon match à moi. C'est un match qui s'est déroulé j'ai du mal à me rappeler la date, mais le samedi, le 22 août. Victoire de Forge FC sur Pacific FC. Une victoire de 2-1 sur Forge, sur Pacific. Très sérieusement, je regarde un peu ce match-là. Tu regardes le score qui était quand même assez serré et tu penses que le match était assez serré. Oui, il était serré au niveau du résultat. Par contre, c'était vraiment un match typique attaque-défense. Donc, on a vu Forge vraiment prendre la possession, pas la possession, mais se créer le plus de grosses occasions. Même si vous allez voir les stats, vous allez vous dire, ouais, mais non, il y a beaucoup plus de tirs au but pour Pacific FC. Il y a eu plusieurs chances pour Pacific FC, mais les grosses chances du match étaient d'habitude pour Forge, même si Pacific a eu la chance de pouvoir marquer des buts à droite et à gauche. Ce que j'ai beaucoup aimé, en gros,
c'est la progression du club de Colombie-Britannique, du Pacific FC. Je trouve qu'il y a une super belle progression qui a été faite de la part du Pacific FC, qui a réussi à vraiment progresser dans ce tournoi-là au fil des 3 matchs. Après, c'est extrêmement décevant parce qu'ils perdent dans les dernières secondes. Donc, je parle un peu du match. En premier, grosse erreur du gardien Nolan Worth qui donne le ballon à Nanko, le joueur de Forge. Nanko, c'est pas comme s'il est en 1 contre 1 avec le gardien. Il a un défenseur contre lui. Il utilise devant lui, pardon. Il utilise le défenseur comme écran. Puis il place un tir extrêmement bien placé dans le petit filet gauche de Worth. Vraiment un bijou. Les finisseurs, ils adorent ça. Nanko, un autre très bon joueur du côté de Forge FC qu'il faut vraiment pas oublier, qui a marqué vraiment un très bon but, Chris Nanko. Juste après, il y a eu le deuxième but, c'est le but d'égalisation de Pacific FC. Selon moi, c'est sur un corner, un dégagement de Tristan Henry, le gardien de Forge. Puis c'est finalement Jamar Dixon qui va marquer un peu après une sorte de cafouillage, qui va marquer l'égalisation. Puis juste après, le troisième but, il arrive aux dernières secondes du match, sur un but de Kyle Becker après un centre en retrait de Babouli. Donc Babouli, encore une fois décisif. Ça fait 2 fois qu'il rentre en jeu, 2 fois qu'il est décisif. C'est quand même une bonne pioche, notre ami Babouli, même si il rentre, il est remplaçant quand il rentre, il arrive à apporter quelque chose à son équipe. Il y a plusieurs autres actions qui sont quand même assez intéressantes dont je vais sûrement parler si vous en parlez pas vous-même, mais j'aimerais vous donner la parole. En premier, on va commencer par Daniel. Daniel, t'as pensé quoi de ce match-là? Il y a quelques informations que tu voulais nous donner à propos de ce match-là? Moi, dans l'ensemble, honnêtement, je trouve que c'est un peu dommage que Pacific a pas pu, avoir des actions dans le cours de jeu. Là, j'aurais aimé ça parce que c'est bon. Tu sais, honnêtement, j'aime bien l'équipe de Pacific cette année. Je trouve que, tu sais, avoir un garbage goal comme ça, c'est bien le fun pour égaliser, là, mais tu sais, ne pas rester concentré jusqu'à la dernière seconde. C'est tous des petits détails qui font en sorte que, je veux dire, je sais qu'au final, il y aura 4 équipes, puis ça va pas juste être Forge et Cavalry, mais j'aurais aimé voir un peu les voir être capables de garder le score à 1-1 ou attaquer à la fin au lieu de se faire attaquer. Des détails comme ça, honnêtement, que je trouve dommage, que j'aurais aimé justement que tu sais, c'est le fun c'est ça aussi de voir que, tu sais, Babouli, Becker, Becker cette année, je le trouve extraordinaire, là. L'année passée, il a fait une bonne saison, mais j'étais resté un peu sur ma faim. Là, il arrive à être décisif, à marquer des buts importants. Puis Babouli, c'est le fun aussi tu sais, c'est sûr, il est rentré frais, là. Mais, tu sais, l'action sur le but, comment il a réussi à prendre tout le monde de vitesse, puis contrôler le ballon et tout, c'était bien. Mais je dois avouer que je suis un peu déçu que dans ce cas-ci, Pacific n'a pas pu donner le petit plus qui aurait permis d'avoir au moins un point, là. Parfait. Tristan, tes impressions sur ce match-là, est-ce que, déjà, tu es d'accord avec ce qu'on dit? Est-ce que tu aimes ajouter quelque chose? Ou... Oui, on n'a pas parlé de Gabriel Balbinotti. Moi, l'ancien de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Académie de l'Impact et du Fury d'Ottawa, il a quand même passé du temps, pas mal de place. Mais je trouvais qu'il y avait une bonne entrée en matière. Il a un peu manqué sa chance de marquer. Grosse chance, ouais. Ça aurait pu être son premier but à son premier match. Mais je veux pas trop y mettre de pression pour l'instant. Parce que je trouve que c'est il y a beaucoup de firepower à Forge, surtout à l'attaque. Et je trouve que le truc est qu'il y a beaucoup de choix pour Bobby Smyrniotis à l'attaque pour Forge. Et j'aime le fait qu'il a vraiment fait une rotation quasi complète de son effectif. J'ai aimé le voir.
J'ai l'impression qu'on va le voir plus loin, parce que bon, là, je regarde le classement, puis bon, ça fait quand même 3-4 matchs, là, mais vers la fin, quand Forge et Cavalry vont savoir, tu sais, que les matchs n'auront plus vraiment, auront plus vraiment grand-chose à dire, puis ils vont savoir assurer une place en deuxième phase. J'ai l'impression qu'on va voir Balbinotti un peu plus, et j'aime bien. Je sais qu'il a manqué sa chance, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui peut avoir un certain impact dans la ligue. Donc, j'étais bien content de le voir. Par ça, c'est ça. Vous avez pas mal tout dit. Je voulais juste mettre l'emphase sur un Québécois. Non, mais tu fais bien. En plus, il y en avait 3 hein, des Québécois sur le terrain en commençant. Donc, Maxime Tissot, David Chouanière et Balbinotti. Et tu as parlé un peu de cette chance manquée. C'est sur un centre de David Chouanière, tiens. Magnifique centre tendu. Je pense qu'il en fait un peu sa spécialité. Hein, David Chouanière, c'est centre tendu comme ça au second poteau ou au premier poteau, dépendamment. Parce qu'on l'a vu faire ça déjà, je pense que c'était c'est lui qui avait donné le centre pour Becker, je pense, oui. lors de la première journée. Donc bref, oui. Il en fait un peu sa spécialité, David Chouanière. Donc très intéressant de voir les Québécois vraiment se montrer à Forge FC. J'aime ça. Je pense qu'on est tous contents de voir ça. Après Balbinotti, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, Tristan, je suis complètement d'accord. Faut pas vraiment les descendre. C'est encore tôt. Il est jeune encore. C'est sa première titularisation avec un nouveau club. Faut lui donner un peu de temps. Après, il s'est bien dépensé et je trouve que cette chance-là, je pense la deuxième ou la troisième chance qu'il a comme ça, il va la mettre au fond. C'était assez difficile parce que c'était quand même un tac glissé qu'il devait mettre. C'est assez difficile comme geste technique à faire. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Il a quand même essayé le tac glissé, sauf que malheureusement, il n'a pas réussi à la mettre au fond. Une petite chose, par contre, j'ai adoré la dernière action et j'aimerais vous en parler un peu. J'aimerais qu'on la commente tous ensemble. Comment tu peux, à la 96e minute de jeu, tu es Pacific FC, tu fais un jeu collectif magnifique avec un jeu en triangle, un 1-2, si jamais vous voulez l'appeler comme ça, entre Victor Blasco et Terran Campbell. Blasco qui rate son tir, tandis qu'il aurait dû la rater et qu'il aurait dû marquer ce but-là, au moins tenter un tir, il rate complètement le ballon. Juste après, ça revient à Terran Campbell. Terran Campbell qui essaie de lober Tristan Henry. Ça touche la transversale. Et ça sort dehors. Sur le dégagement, Tristan Henry dégage directement sur la tête de Eliman Cissé qui remet qui dévie, fait une tête déviée pour Momabouli. Momabouli fait le centre en retrait pour Becker, puis c'est but. Comment tu peux... Ça, c'est la beauté de la Canadian Premier League. C'est tellement magnifique. Tu passes d'une occasion où tu penses que Pacific va se tirer avec les 3 points, avec cette barre transversale-là, puis ça finit par un but de Ford juste après. En l'espace de 1 minute, on a vu les deux équipes tenter de prendre les 3 points. Une qui échoue à cause d'une barre transversale, l'autre qui met le but au fond. Est-ce que c'est ça pour vous la beauté de la Canadian Premier League, Tristan? Ouais, oui, ben c'est ça. On a, il y a cet aspect-là. Moi c'est ça. Les ligues qui sont moins, je veux dire, comparées à les matchs de Champions League européenne ou whatever, là, c'est ce que j'aime aussi de voir ce facteur X là, ce jeu un peu plus je sais pas. J'ai de la misère à le décrire pour être honnête avec toi, mais j'aime bien ce soccer local là. On voit des choses un peu plus atypiques. Ça fait plaisir à voir, en tout cas pour moi. Ouais, c'est pas toujours très beau techniquement, je suis d'accord avec toi. Par contre, point de vue de suspense, il reste toujours le même. Et cette action-là symbolise vraiment le suspense que tu peux avoir en regardant un match de la Canadian Premier League, n'est-ce pas, Daniel? Ben, honnêtement, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Moi, je le vois plus comme une équipe qui est plus c'est comme on dit, là, un peu la chance des grandes équipes. Là. Je veux dire, Forge a été, oui, un peu chanceux sur cette action-là. Là. Le lob de Campbell qui a pogné le poteau.
Puis là, après ça, la contre-attaque, ben moi, je vois plus comme un peu aussi de la concentration de Pacific, là, de pas garder son score quand il reste quelques secondes au match, là. Moi, je le vois plus que c'est des choses qui arrivent dans tous les championnats du monde. Les bonnes équipes arrivent à marquer dans les dernières secondes pour avoir l'avantage, même si ça ne reflète pas toujours la fin de match ou le match dans l'ensemble. Puis c'est quelque chose qui arrive dans toutes les ligues du monde, là. Je veux dire, je pense pas que c'est spécifiquement canadien, là. Je veux dire, on regarde d'autres types de soccer, puis ça arrive, là, une équipe qui réussit à s'imposer par une contre-attaque en fin de match, comme tu as dit, un dégagement du gardien dans ce cas-ci, parce l'autre équipe est moins concentrée, là. C'est plus comme ça que je le vois. Bon, en tout cas, merci de péter ma bulle. Moi, j'étais content. Mais bon, pas grave. Cool. Ben, moi, j'ai adoré cette action-là. J'ai trouvé ça magnifique. Puis, c'est rare que, moi, qui regarde beaucoup de soccer, j'ai rarement vu ce genre d'action passer d'un but à l'autre assez souvent, tandis qu'en Canadian Premier League, on le voit quand même assez souvent, des équipes qui se donnent à fond. Pour un championnat, hein, on est en train de parler c'est un match de ligue. C'est pas comme si tu es en demi-finale de Champions League là, ou en demi-finale d'un tournoi à élimination directe là. Et c'est ça que j'ai aimé. Je dis pas que ça existe juste là, mais par contre, le fait que ça existe en Canadian Premier League, je trouve ça quand même assez honorable. Donc, ça, c'est mon point de vue. Petite mention spéciale à 2 joueurs. En premier, j'ai mentionné Iliman Cissé, un peu plus long, qui a fait cette déviation. Mais durant tout le match, je trouve qu'il a fait un match excellent. Même s'il a quand même manqué une action où il aurait dû mettre le ballon au fond un peu plus tôt en première mi-temps. Juste avant la mi-temps, en fait, malheureusement, il a mis le ballon un peu dans les nuages. Mais n'empêche, sur le match, j'ai trouvé vraiment excellent, toujours dans les bons coups. Je suis super content, vraiment super content de la prestation d'Iliman Cissé. Puis le deuxième que je connaissais, que c'est pas vrai que je connaissais pas trop, mais que je m'attendais pas à beaucoup de lui. C'est Crutzen, le défenseur central juste à côté de David Edgar, qui est maintenant le joueur, un peu le général de cette défense centrale-là. Bien aimé son match-là, très solide, le Belge, vraiment très, très solide. Et puis, j'ai vraiment aimé, il a failli marquer aussi sur un coup franc, mais j'ai bien aimé son match. Donc voilà, pour mes deux petites mentions spéciales dans ce match-là. Je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose ou on passe au troisième match. Non, moi, ça va. Ça va. Ouais, non. C'est cool. On passe au troisième. Alors, Tristan, je te laisse présenter le troisième match, qui est le deuxième match de l'Atlético Ottawa. Décidément, on aime bien cette équipe-là. Un match contre Edmonton. Donc, nos amis, le FC Edmonton. Donc, je te laisse discuter de ce match-là. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, on va se garder quand même à l'aise un 2-2 parce qu'on a parlé quand même beaucoup de 2-2. Et moi, je l'ai dit tout le long du temps tout le long du temps sur ce podcast-ci, l'Atlético Ottawa, pour moi, ça reste l'équipe la plus intéressante du tournoi parce que c'est le gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que cet Atlético d'Ottawa-là? Et vous ne serez pas surpris de me voir encore parler d'eux autres. Donc, c'est un 2-2, 2 buts tôt, 2 buts tard. Un but à la première minute qui est sûrement bas le record de temps, ou sinon on est vraiment proche, de Javier Acuña, qui au début de cette campagne de Première Ligue canadienne, j'avais beaucoup de discussions avec des journalistes, avec des fans. On se demandait, Javier Acuña, on le voit beaucoup parce que avec les stunts de PR, tout ça, les présentations de maillots, il est là parce que l'Atlético essaie de faire le trilingue espagnol, anglais, français. Et je me suis dit, bon, OK, est-ce que c'est quelqu'un de vieux, il arrive, on va avoir l'air de quoi? Et finalement, ça a l'air d'être une des meilleures pioches, une meilleure nouveaux arrivés de la Première Ligue canadienne. C'est pas ma révélation, parce que ma révélation reste Mohamed Farsi jusqu'à maintenant. Mais
Acuna qui prend avantage, en fait, l'Atlético prend avantage d'une mauvaise passe de Zetterberg et Acuna ouvre le score à la première minute. Je pense que c'était Shaw qui avait intercepté le ballon. Et deuxième but pour l'Atlético vient à la 15e minute. C'est Malik Hamilton qui a une autre bonne pioche de la part de l'Atlético Ottawa qui encore donne le ballon à Acuna qui donne un avantage de 2-0. Et là est mon histoire du match. Moi, c'est pas un secret. Là. Moi, je suis un journaliste. Moi, je cherche les storylines, les grandes lignes, les grandes histoires du match. Et à mon avis, la grande histoire du match, c'est l'Atlético d'Ottawa cherchait deux choses. Un était de ne pas se faire donner de carton rouge. Ils ont réussi. Et la deuxième, c'était de protéger. Matchs, ils ont eu un carton rouge, juste pour dire à nos auditeurs, lors de leurs 2 premiers matchs, ils ont eu un carton rouge à chaque fois. Donc, juste, c'est pour ça qu'ils cherchaient à ne pas avoir de carton rouge cette fois-ci. Je te laisse continuer, excuse-moi. Merci, Adi, merci. Et la deuxième chose, c'était de protéger un match. Et ça, par contre, ils ne l'ont pas fait. À mon avis, le FC Edmonton reste la déception de ces Island Games, mais comme on en a parlé un peu avant, le fait que les positions 3 à 8 sont très proches l'une de l'autre, le FC Edmonton est encore dans la course pour être la 3e ou la 4e équipe. Par contre, c'est ça, un match très terne, à mon avis, du FC Edmonton, sauf dans les 6 dernières minutes, ou dans les 3 ou 4 dernières minutes, de la 88e ou de la 86e, là, si on veut vraiment se donner un peu de lousse, là, au sifflet final. Le premier étant, et je pense que là, je vais donner le blâme à Brandon John, ou c'est Brandon John, ouais, c'est parce que, à mon avis, c'est un peu lui qui cause, ou c'est la ligne défensive au complet qui ne tient pas, parce que Kevin Aleman marque à la 88e et Easton Ongaro sur un joli petit jeu, je dois le dire, côté Edmonton. Je pense que c'était Caceres qui est sur le flanc et qui fait une passe en retrait un peu vers le milieu à Easton Ongaro qui marque finalement, parce que Easton Ongaro, c'en est une autre déception là, pour tous les gens qui m'ont dit que Easton Ongaro, c'était le joueur le plus sous-estimé et qu'il porte le numéro 9 maintenant avec Edmonton. Je trouve qu'il m'a un peu déçu et il va chercher le but égalisateur en fin de match. Pour moi, c'est 2 points volés de Edmonton. En fait, c'est 1 point volé Edmonton et c'est 2 points perdus pour l'Atlético Ottawa. Ouais, c'est effectivement 2 points perdus pour l'Atlético Ottawa. J'aimerais juste rebondir un peu sur ce que tu as dit en premier. Tu parles d'Acuna. Effectivement, c'est vrai que c'est assez bizarre de voir ce joueur-là de 32 ans arriver parce que oui, il est quand même. On a plus l'habitude de voir des jeunes joueurs arriver en CNPL. Par contre, quand tu as sur ta feuille de route Tigres et Puebla, t'es pas un joueur lambda. Après, c'est sûr qu'il a peu joué avec Tigres et Puebla. À chaque fois, il a été prêté. N'empêche, t'as quand même sur ta feuille de route 2 énormes clubs mexicains qui ont voulu te signer un contrat. Donc, moi, ça m'étonne pas plus que ça. Après, est-ce que je m'attendais à ce qu'il arrive et dès son 3e match, venir marquer 2 buts, un doublé, surtout que c'est un milieu de terrain, hein. C'est pas un attaquant de pointe. Donc, très impressionné par Acuna et je trouve que ça prouve que les grands clubs mexicains, dans ce cas-là, les grands clubs mexicains vont faire des erreurs, mais font rarement des erreurs. Donc, quand tu passes par tu passes et que tu achètes un joueur et tu acquéris un joueur qui est passé par des grands clubs mexicains, bah, c'est quand même assez intéressant d'habitude. Tu as d'habitude un joueur qui est quand même supposé te rendre la marchandise quelque part. La deuxième chose, ça parlait un peu de tes bons coups un peu plus tôt en parlant tu as dit que Farsi c'est un peu ton meilleur coup et après tu as dit Acuna, mais moi j'aimerais donner un autre coup parce que c'est quelqu'un qui
qui est arrivé un peu de nulle part. On sait que il a été signé juste avant le tournoi des Island Games. Ben, c'est Kuruma. Je trouve que Kuruma, même si il n'avait pas été mauvais l'année passée, je pense qu'il était avec Edmonton, si je me rappelle bien. Par contre, non, Halifax, il était avec Halifax. Avec Halifax, ouais, parfait, effectivement, Daniel, merci de me corriger. Donc bref, avec Kuruma, c'est un bon coup jusqu'à maintenant, je trouve. Il a été très bon lors du premier match de l'Atlético Ottawa. Il avait même marqué un but. C'est lui qui a marqué le premier but de l'histoire du club. Mais aussi hier, je trouve qu'il a été assez remuant, c'est ça, avant-hier, pardon. Il a été assez remuant, Kuruma, il a même eu une transversale. Moi, j'aime bien ce coup jusqu'à maintenant, surtout étant un joueur qui a été signé vraiment presque à la dernière minute, un peu presque une sorte de panic buy, donc un achat un peu de panique de la part de l'Atlético Ottawa. Il rend bien la chose. Puis une dernière chose, comme tu le dis, super beau jeu, je pense, de Cáceres sur l'égalisation. Après, Ongaro qui vient marquer le but, mais il aurait très bien pu la laisser rouler vers le but et rentrer dans tous les cas. Il a un peu volé ce but-là, je trouve, à Cáceres. Mais bon, moi, je trouve qu'il y a un tournant du match pour moi, pour tournoi dans la saison ou dans le tournoi pour Edmonton. Si tu es capable de revenir à 2-2, même si tu as passé un mauvais match, je pense que mentalement, ça va donner une seconde force et une nouvelle jeunesse à cette équipe d'Edmonton. J'ai hâte de voir le prochain match pour voir si ça se confirme ou non, si c'était juste un feu de paille ou si effectivement c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire pour les Eddies. En tout cas, j'espère qu'on va avoir un meilleur FC Edmonton. Daniel, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce match-là? Vous avez pas mal tout dit, mais moi, tout ce que je retiens, c'est que la ligne offensive du FC Edmonton s'est peut-être réveillée. Boakai a été très remuant, notamment sur le premier but, c'est lui qui avait fait le tir. Il a cherché à faire. Le problème, c'est que des fois, il cherche trop à faire la passe extravagante ou à chercher les coups francs, mais dans l'ensemble, peut-être que c'est le début de. Parce que moi, je suis d'accord avec Tristan, que FC Edmonton, c'est une équipe qui a été quand même décevante pour l'instant. Mais elle a été décevante parce qu'on a voulu comme faire la résurrection de plusieurs joueurs et compter sur le talent offensif de Boakai, Aleman, Ongaro. Donc là, actuellement, ça ne fonctionnait pas, mais ce match-ci, ça a fonctionné. Donc, peut-être que c'est le début. Et tu fais bien de mentionner, tu mentionnais un peu Mohamed Kourouma. Si sa frappe était 2 cm plus bas, on parle pas du même match, c'est rendu 3-0, puis j'ai l'impression que Edmonton ne peut pas vraiment revenir de 3-0, c'est quand même intense, là. Mais ça pour dire que oui, tu parlais beaucoup de Kourouma, je trouve que c'est une solide pioche. Je pense qu'on en avait parlé la semaine passée, qui avait dit qu'il ne regardait pas la CPL. La CPL, c'était plus vraiment dans ses plans. Il s'en allait vers l'Europe. Puis finalement, c'est la COVID qui l'a ramené dans la CPL. Il s'entraînait à Montréal. Puis il y a eu un petit coup de fil de l'Atlético. Je ne sais pas exactement qui. Mais c'est bien de le revoir. Puis c'est ça, c'est un gars de 30 ans qui a derrière la tête cette ambition de se faire reconnaître comme un des bons attaquants dans la ligue. Et honnêtement, s'il marque, on peut commencer à en parler. Je trouve que là, vous allez me dire que je donne encore, je lance encore la pierre à Marcus Haber, mais moi, je l'aurais mis sur ma première équipe de la semaine, personnellement. Donc, moi, c'est ça. Je trouve que Mohamed Kourouma a quand même une solide pioche de l'Atlético. Il y en a quand même des bons joueurs. C'est pour ça que je suis quand même vraiment intéressé à regarder cette équipe-là. Ouais, c'est sûr. Il y a quelques joueurs intéressants. J'aime bien aussi Nacho Zabal qui sont partis prendre le gardien vétéran qui jusqu'à maintenant quand même fait quand même quelques arrêts. Après, si la défense centrale était un peu moins poreuse, je pense qu'on aurait vu un peu mieux. Bon, c'est pas plus. Je veux pas jeter le blâme sur le petit jeune Facineri, mais c'est plus tu l'as mentionné un peu plus tôt, Tristan, le Brandon John qui selon moi est pas vraiment à sa place là. Mais si jamais ils sont capables de trouver un bon défenseur central à côté de Facineri, je pense que
que cette équipe pourrait être assez bonne. Je veux pas non plus tout blâmer sur Brandon John, mais je pense que c'est une bonne partie. Peut-être un autre milieu défensif qui vienne un peu renforcer un peu cette équipe défensivement. Mais pour une équipe d'expansion, après juste 3 matchs, seulement 3 matchs, oui, ça aurait pu être meilleur. Par contre, c'est pas non plus, malgré la défaite de 4-0, c'est pas non plus catastrophique. Quelque chose qui est plus catastrophique, c'est une équipe qui est l'équipe la plus ancienne, un peu dans sa Canadian Premier League, FC Edmonton, qui se retrouve dernier de ce classement-là avec juste 1 point. Parlons un peu de ce classement, les amis. J'aimerais parler un peu de comment on se retrouve. Je vais donner le classement en premier, puis j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Si jamais pour vous, il y a des équipes que vous ne trouvez pas à leur place, ou si jamais pour vous, il y a des équipes qui vous impressionnent, par exemple, et que vous trouvez qui sont un peu trop hauts. Donc, en premier, on a Cavalry, 4 matchs joués, 10 points. Forge FC, 4 matchs joués, 8 points. Donc, c'est les 2 équipes avec 4 matchs. Par contre, elles ont quand même pris une avance. On sait que c'est les grosses cylindrées de cette Canadian Premier League. En 3e position, on a Valor FC qui a quand même 4 points en 3 matchs. Donc, quand même, un match nul, une victoire, puis une défaite. Et la seule défaite, c'est contre Cavalry, quand même. York 9 FC, 3 matchs nuls, 3 points. Donc, York 9, invaincu, mais non plus jamais victorieuse. Donc, assez paradoxal. Halifax, l'équipe que Tristan aime beaucoup et qui pense qu'il va être dans le top 4, se retrouve en 5e position avec sur 3 matchs, 2 points. Pacific FC, sur 3 matchs, 2 points. Atlético Ottawa, sur 3 matchs, 2 points. Puis, à la fin, le FC Edmonton, sur 3 matchs, 1 seul point. Une petite anecdote, FC Edmonton, ça lui a pris 3 matchs et un peu plus que 3, enfin un peu moins que 3 matchs, mais 2 matchs et 88 minutes pour trouver pour la première fois le fond des filets. Donc quand ils ont fait leur 2-2 contre l'Atlético d'Ottawa, Edmonton avait marqué son premier but de la compétition. C'est quand même assez grave, je trouve, à ce stade de la compétition. Vos avis sur ce classement-là? Je commence par Tristan cette fois-ci. Ouais, je vais pas dire qu'il y a rien qui me surprend. Je vais dire oui, est-ce qu'on pensait voir Valor en 3e place après 3 matchs? Non. Mais encore là, vu que c'est si serré, je vais pas dire que Valor va me surprendre une affaire épouvantable parce que je veux dire, peut-être qu'on va se parler la semaine prochaine puis ils vont être à l'extérieur du top 4. Donc, je vais y aller un peu plus... je veux pas trop en donner, mais je vais quand même donner un peu de critique à mon avis. Bon, FC Edmonton, c'est la déception. On en a parlé un petit peu plus tôt. La déception du tournoi. L'Atlético, si c'est un coup de chance, il pourrait être 3e. Donc, c'est ça. Hein? Pour moi, Halifax, je reste sur ma faim. Je vais le dire. Il y a 2 semaines, j'avais dit que c'était l'équipe qui pourrait surprendre. Encore là, c'est ça. S'ils gagnent le prochain match, ils sont en voiture. Mais, à mon avis, j'ai l'impression, avec l'équipe qu'ils ont, parce qu'ils ont des très, très bons éléments. Faut quand même pas... Puis encore là, c'est ça. Là, je leur donne, c'est les 3 premiers matchs. Il en reste encore quelques-uns. Là, tout est pas... on part pas en peur. Là. Mais après 3 matchs, vraiment 2 matchs nuls, 1 défaite, pour vrai, j'aurais pensé qu'il m'en aurait donné un peu plus. Et pour finir, je veux dire, je vais toucher un peu sur York. York, honnêtement, je sais pas, ça m'impressionne pas non plus, York. Je trouve que c'est un peu terne. Il y a eu beaucoup de parler de Jimmy Brennan, de la part de Jimmy Brennan, du fitness, physiquement, ça allait pas bien. Physiquement, c'est probablement l'équipe qui en arrache le plus dans des 8 équipes. Il y a quand même des bons flashs. Je veux dire, je sais pas si c'était le 3e ou le 2e match où Rivero te sort quand même une solide touche là, pour aller chercher le but sur une transition. Je pense que c'était même sur un 6 mètres du gardien. Le jeu qui avait commencé sur un 6 mètres. Donc, c'est
Mais encore là, c'est ça. C'est pas, à mon avis, c'est pas une équipe qui peut challenger pour un titre. En tout cas, de ce que je vois des 3 premiers matchs. Mais encore là, c'est ça. Je veux pas trop donner eux, ils me surprennent parce que la semaine prochaine, des positions 3 à 8 peuvent complètement changer. Ouais, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit en parlant d'Halifax. Je comprends que tu es sur ta faim, mais si tu regardes toutes les équipes hors du top 2, bien évidemment, c'est la seule équipe qui a joué contre les 2 premières. Donc, Halifax a joué et contre Forge et contre Cavalry. Donc, ils joueront plus contre ces équipes-là. Donc, Edmonton aussi. Ouais, j'avoue que... Ouais, c'est pour ça qu'Edmonton est dernier. Effectivement. C'est pour ça qu'Edmonton est dernier. Mais Halifax a réussi à quand même prendre un match nul de Forge, ce qui est quand même pas anodin du tout. Donc, prendre un match nul de Forge FC, qui est le champion de l'année dernière. Hein. Donc, je sais pas, moi, je commence à voir pourquoi tu avais cet espoir-là, Tristan. D'un autre côté, oui, Edmonton a joué contre les 2 premiers. Peut-être pour ça. Après, bon, dans le jeu, Edmonton, c'était beaucoup plus décevant. Puis le fait de ne pas pouvoir battre et d'avoir été très décevant devant l'Atlético Ottawa, je trouve que c'est un peu plus dangereux. Donc, j'aimerais avoir ton avis, Daniel, parce que je pense qu'on a tous les deux parlé, Tristan et moi, puis j'aimerais avoir ton avis à toi. Bien, moi, je pense que c'est comme pas représentatif pour l'instant. À part les 2 premiers, qui, oui, ils ont un match de plus, mais on voit quand même une certaine tendance. Mais ce que je fais comme constat, puis peut-être que je me trompe, c'est que le fait que Forge et Cavalry ont joué leur premier match avant tout le monde, puis quand ils ont joué leur deuxième match, ben, c'était le premier match pour certains de leurs adversaires. J'ai l'impression que ça leur a peut-être donné un avantage. Parce qu'ils étaient déjà comme dans le bain, dans le beat de la compétition. Pour l'instant, le 3 à 8, moi, je veux rien dire parce que ça peut vraiment tout changer. Là, on sait que, comme tu l'as dit, Hadi, Halifax a joué contre les 2 premiers. Edmonton a joué contre les 2 premiers. Donc, ça peut très bien changer. Puis comme je l'ai dit, Edmonton, maintenant, ils avaient pas marqué contre les 2 premiers. Maintenant, ils ont réussi à marquer le dernier match en toute fin de match. Ça a peut-être réveillé leur talent offensif. Puis ils vont jouer avec des équipes peut-être moins regroupées, qui ont moins de solidité défensive que Forge et Cavalry. Donc, ça peut aller très vite. J'oserais pas faire de pronostic à l'heure qui suit. Tout ce que je vois, puis ça m'attriste un peu, c'est que Cavalry et Forge, je pense qu'ils vont être loin en avant. Puis j'espère au moins que la phase suivante, si les 2 équipes passent, puis si la tendance se maintient, ça devrait être le cas. J'ai l'impression que si la prochaine phase, j'espère qu'il y aura un peu plus de suspense. En tout cas, ce sera très important de voir. Le prochain match, c'est demain qui va être, je pense, le match à suivre. Ce serait entre Edmonton et Halifax. Donc, les 2 équipes qui ont joué, Cavalry et Forge, qui vont se batailler l'une contre l'autre. Je pense que le vainqueur de ce match-là aura pris un très grand avantage parce que on me dit, oui, c'est tôt. Vous me dites, oui, c'est tôt. On est encore à 3 matchs. Par contre, on oublie que la première phase, il y aura juste 7 matchs. Donc, 3 matchs, t'es presque à 50%. Ben, t'es à quoi? 40-45%. Donc, t'es presque à la moitié de la saison, de la phase 1 de la saison. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps pour se reprendre. Et je pense que ce match-là, entre Edmonton et Halifax, va être déterminant pour ces 2 équipes-là. S'il y a un match nul entre les 2, ça va faire mal aux 2. Le vainqueur, comme on dit, malheur au vaincu. C'est ça qu'on dit d'habitude, malheur au vaincu, parce que ce sera très compliqué de remonter la pente si jamais il y a quelqu'un qui prend la défaite. Donc, ça c'est mon point de vue. J'ai rien ajouté par rapport à ce classement-là. Je ne sais pas si on est prêt à passer au dernier segment. Moi, je pense que tu as fait un très bon point sur la saison qui est écourtée. J'ai l'impression que cette saison écourtée-là on va le savoir plus la semaine prochaine, j'ai l'impression. Mais cette saison écourtée-là va faire mal à certaines équipes. Ouais, ça, on le sait, ça va faire mal à certaines équipes. Puis il y a peut-être certaines équipes qui vont avoir un peu de chance et qui vont être hissées très, très tôt, très haut. Donc, qui pourraient donner aussi un élan à certaines équipes. Donc, je pense que cette saison, surtout pour une jeune ligue comme le Canadian Premier League, je pense que les clubs qui ont des budgets un peu moyens devraient vraiment tabler sur cette saison parce qu'ils peuvent aller loin en très peu de matchs.
puis ça peut faire en sorte de créer un nouvel engouement autour d'une nouvelle franchise. Donc bref, quelque chose d'assez intéressant à réfléchir et à penser pour les dirigeants de chacune de ces franchises-là. En tout cas, c'est pas des franchises de ces clubs-là, parce que c'est pas spécifiquement des franchises dans ce cas-là, ce n'est pas une ligue fermée. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas l'ambition. Maintenant, c'est encore une ligue fermée, donc oui, jusqu'à présent, c'est des franchises, mais ça n'a pas l'ambition de l'être très longtemps. Bon, on verra. Voilà pour les Island Games pour cette semaine. On reviendra bien évidemment la semaine prochaine là-dessus. Parlons un peu de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de 2022, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 de la région CONCACAF. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce tirage-là du Canada. On rappelle un peu le format de qualification de la Coupe du Monde qui est un peu bizarre. On en avait parlé dans une émission précédente avec plusieurs groupes. On est quoi? 6 groupes, oui. 6 groupes de 5. Les premiers de chaque groupe se qualifient au prochain tour, jouent un match aller-retour les uns contre les autres. Le gagnant de ce match aller-retour, donc les 3 gagnants de ces matchs aller-retour, se retrouvent dans l'octogone, on va l'appeler comme ça. Donc dans l'octo, je sais pas comment vous voulez l'appeler là, à la place du hex, il y en aura 8. Il y a 5 équipes qui sont déjà qualifiées, il y aura les 3 autres qui viennent. Donc le Canada a eu un tirage au sort. Je pense que il est favorable. Après, bon, c'est difficile de dire parce qu'il y a beaucoup de petites équipes dans cette région-là. Donc, Canada a été tiré au sort avec le Suriname, les Bermudes, les îles Caïmans et Aruba. Vos impressions sur ce tirage-là? Je commence par Daniel. Honnêtement, par rapport aux autres adversaires potentiels, je pense qu'on s'en sort bien, là. Ça, je veux dire, surtout dans le format actuel. Je pense que il faut juste pas sous-estimer les adversaires parce que c'est souvent là qu'on se fait piéger. Mais il y a des scores qui peuvent être assez importants, là, vu les adversaires. Là, moi, j'étais satisfait quand j'ai vu le résultat du tirage. D'accord. Et toi, Tristan? Ouais, c'est une phase où le Canada, bon, regarde, on jouera pas on fera pas de langue de bois, là. Cette phase-là, faut que l'impact. Il faut que le Canada passe à travers, là. Il y a pas le choix, là. Je veux dire, oui. bon, est-ce qu'il y a des petites embûches à gauche, à droite? Moi, je trouve que les 2 matchs qui vont être intéressants, on va dire, c'est le match contre le Suriname. Il y a quand même des joueurs qui sont intéressants, Kelvin Leerdam en particulier. Et le match contre les Bermudes, Zeko Williams ou Zeko Lewis, l'ancien des Red Bulls qui joue à Charleston en USL, fait partie de cette équipe-là, qui est quand même pas un mauvais joueur. À part ça, je veux dire, bon, là, ça va dépendre de encore niveau COVID, les voyages, quelle sorte d'équipe on va avoir. Est-ce que ça va être une équipe qui va être nord-américaine seulement? Est-ce qu'on va pouvoir piger dans l'Europe? Est-ce que ça va être jeune? Est-ce que ça va être plus vieux? Ça va être très intéressant de voir. Mais le plus important, il faut pas glisser, là. Faut pas marcher sur une pleure de banane puis aller chercher un 1-1 aux Bermudes, puis après ça se faire damer le pion par le Suriname parce qu'ils ont 1 point de plus, puis whatever, là. Il faut être convaincant, il faut gagner tous les matchs avec une avance solide. En anglais, tu dis, je vais citer un de mes YouTubers préférés, Chris Move, qui aime dire « No sportsmanship for the Hall of Fame CPU ». Il n'y a pas d'esprit sportif. Là, si on gagne des matchs par 10 buts, on va les gagner par 10 buts. Là. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Là, il faut gagner par le plus gros d'écart parce que la différence de but compte. Après, bon, si on a marqué, si on joue le dernier match contre Aruba, puis en tout cas, je ne me rappelle plus, je pense que le dernier match pour le Canada, ce sera joué. Tiens,
ce sera joué contre le Suriname. Donc, le dernier match sera joué contre le Suriname le 17 novembre dans cette phase de groupe-là. C'est sûr que si jamais on est qualifié, si jamais on gagne 1-0, est-ce que ça vaut vraiment la peine de gagner par 10 buts? Non. Mais si jamais on est au début de tournoi, on est en train de jouer, par exemple, on joue contre Aruba assez tôt, à ce moment-là, on joue contre Aruba le 14 novembre. Bref, si jamais on n'a pas besoin de gagner par 10 buts, pas besoin, mais si jamais on a besoin de le faire, il faut pas avoir honte. Petite chose, vous avez parlé, Tristan, tu as parlé des joueurs qui sont assez intéressants. Il faut faire attention du côté de Suriname, tu as parlé de l'Irdam, mais il y a plusieurs joueurs quand même assez intéressants qui vont faire leur début avec le Suriname. Un d'entre eux, et pour moi qui est le plus important, c'est Ryan Donk. Ryan Donk, c'est un joueur du Galatasaray qui a maintenant 34 ans, qui est néerlandais, mais qui va faire ses débuts avec le Suriname. Il a donné son accord pour rejoindre cette sélection-là. C'est un très bon joueur. Donc, quand tu joues dans un des meilleurs clubs turcs, Galatasaray, tu peux pas être mauvais. C'est un défenseur central, il peut être très très bon et il peut mener la baraque en défense. D'un autre côté, il y a quelques très très bons joueurs aussi qui sont là, comme Florian Josephoun qui joue du côté de Derby County en Championship, en deuxième division anglaise. La Championship, c'est pas une petite équipe, c'est pas une petite ligue, pardon. Donc, bref, assez intéressant. Ça va être des petits joueurs un peu dangereux. Après, c'est sûr que sur papier, le Canada est favori. Donc, je veux juste dire, il faut pas les prendre à la légère, ces équipes-là. Du côté des Bermudes, on en a parlé souvent sur Culture Soccer. Pour ceux qui avaient suivi, on avait fait des podcasts journaliers sur la Gold Cup 2019. Et on avait parlé très longtemps des Bermudes qui avaient fait une Gold Cup 2019 très, très, très impressionnante, avec juste 2 petites défaites contre le Costa Rica et Haïti sur le score de 2-1 seulement, avant de s'imposer face à Cuba. Donc, Cuba, en tout cas, face à quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus c'était qui la troisième équipe. Bref, les Bermudes, c'est une équipe très intéressante parce qu'ils ont beaucoup de joueurs anglais qui jouent en 2e et 3e division. Ça peut être intéressant parce qu'il y a une certaine cohésion dans cette équipe-là. Après, comme je l'ai dit, le Canada passe en premier et est supposé être favori et pouvoir gagner tranquillement et passer au prochain tour. Mais il va falloir être vigilant. Donc voilà, de ce point de vue-là, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Daniel? Non, de mon côté, merci. Tout est bon. Écoutez, les amis, merci encore pour cet épisode. Je pense qu'il a été assez complet de CS à l'érable. Merci, Daniel. Merci, Tristan, d'être là de semaine en semaine. Merci à toi, Hedy. Merci à Tristan. On va avoir bien du fun dans les prochaines semaines. Exact, on va avoir bien du fun, comme on le dit. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable. Culture Soccer.